Bonjour et bienvenue sur le toit les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés, la dernière fois qu'on s'est retrouvés c'était pour parler un peu en profondeur de ma vision et mon utilisation du Human Design. Entre-temps, plein de choses se sont passées. Après une première saison épilogue qui est une mini-formation, je me suis un peu perdue au final entre ce que je voulais, ce que j'avais envie d'expérimenter. À la toute base, en fait, pour être transparente avec vous, allez, on est sur ce premier épisode un peu chit-chat, j'espère que vous avez votre café pas trop loin, on va passer un petit moment ensemble. À la toute base, j'avais fait toute une saison épilogue qui vraiment fournit les bases du Human Design de manière complètement gratuite, parce que j'avais envie à la suite de vraiment analyser des situations du quotidien, de partager ma vision du monde, de certaines situations, etc., à l'aide de l'outil Human Design. En fait, c'est quelque chose que je fais dans mon quotidien depuis 4 ans maintenant. Il y a plein de moments où tous les événements, les choses qui se passent dans ma vie, dans la vie des autres, dans ma vie entrepreneuriale, je les perçois sous le prisme notamment de l'outil Human Design. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à mettre beaucoup de clarté sur tout un tas de comportements et de mécanismes, notamment vis-à-vis du fonctionnement de l'humain. Et à la base, c'était pour ça que je voulais que vous, en tant qu'auditeur de Sur le Toit, vous ayez accès au moins aux bases du Human Design et au vocabulaire pour que vous compreniez quand je vous parle de générateur ou de générateur manifesteur ou de projecteur ou du centre racine, que vous compreniez de quoi je parle, de quel élément je parle vis-à-vis de cet outil-là. Entre-temps, j'ai ajouté d'autres cordes à mon arc, je me suis mise à utiliser d'autres outils plus intensément, notamment dans mes accompagnements, à décrypter le monde aussi avec d'autres outils. Et puis ce podcast, il a évolué. À l'origine, je voulais vraiment faire des interviews ici. Alors je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais j'ai eu envie de plus. J'ai commencé à me sentir un peu trop enfermée dans l'human design et surtout, c'était ma plus grande ambivalence. Si vous avez écouté le précédent épisode, vous savez, puisque moi, je suis avant tout ingénieure en sciences cognitives et du coup, utiliser un outil pseudo-scientifique et lui accorder autant de place, c'était quelque chose qui était très challengeant pour moi, quand bien même il m'aide beaucoup à bien des égards et il a aidé mes clients et clientes à bien des égards aussi. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai décidé de rendre tout ça un peu plus libre. Et il y a quelque chose, notamment, que je fais régulièrement sur Instagram en story, qui est vraiment mon endroit préféré pour partager jusqu'à l'heure actuelle, et que je me suis dit qu'il serait hyper intéressant à faire un épisode de podcast ici, puisque ça me permettra de développer un peu plus mes pensées. C'est ce que j'appelle la note salée. Donc, bienvenue dans ce premier épisode de la note salée. Pour vous détailler un petit peu le concept, il m'arrive régulièrement, comme beaucoup de monde à l'heure actuelle, de consommer du contenu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en ligne, beaucoup d'accompagnants qui sont sur Instagram. Et dans les différents contenus que je consomme, il m'arrive de soupirer très fort face à certains contenus. Alors bien évidemment, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc tout ce que j'adresserai ici n'est absolument pas personnel. Ce que j'aime bien faire en story Instagram et ce que vous allez découvrir ici aujourd'hui maintenant, c'est ma façon un peu salée de répondre à certaines bêtises que je peux voir parfois dans les réseaux sociaux, dans certains partages, qui découlent souvent d'un manque de connaissances. Et c'est pour ça que j'insiste très fortement sur ce point-là. À aucun moment, il ne s'agit ici de blâmer qui que ce soit. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc l'objectif, c'est simplement de profiter d'un contenu qui m'a fait réagir parce que moi, ayant certaines connaissances, je vois que le message n'est pas correct et qu'il découle d'un manque de compréhension d'un mécanisme ou l'autre, et de profiter de ça pour justement parler de certains mécanismes et apporter un peu plus de clarté sur nos comportements humains, la façon dont fonctionne le monde, etc., sous mon prisme de ma vision et de mes valeurs, bien évidemment. Donc c'est simplement une occasion de faire des partages au travers de cette touche un peu salée parfois dans mes façons de réagir. À force, c'est devenu presque un running gag en story Instagram où je mets carrément une réaction de l'emoji sel tout de suite parce que plusieurs personnes ont l'habitude de me voir réagir de manière un peu salée à certaines choses que j'estime être un peu des bêtises parfois. Et celles qui ont tendance à me rendre la plus salée souvent, c'est celles où des personnes utilisent du vocabulaire qui est censé être du vocabulaire de sachant, mais du coup mal, et du coup sont complètement à côté de la plaque. Vous comprendrez ce que je veux dire avec ça plus tard, puisque on en a un exemple aujourd'hui. Donc comment ça va se passer ? Maintenant, au fur et à mesure que je vois des choses qui me font un peu réagir et qui me hérissent le poil sur les réseaux sociaux, je note tout ça dans une petite note sur mon téléphone. Si jamais vous aussi, vous trouvez des contenus comme ça qui vous font un peu réagir, vous pouvez me les envoyer sur Instagram, sur mon compte, du coup, @floriane.co, avec l'orthographe un peu particulière de mon prénom, pour ceux qui ne savent pas, FLORIE, A2NE.co, CO.
Vous pouvez m'envoyer ce qui vous fait réagir comme ça si jamais vous voulez que ça apparaisse dans la note salée. En tout cas, moi, je note les choses qui me font un peu réagir au fur et à mesure. Et puis, de temps en temps, comme ça, j'aimerais bien faire un épisode de la note salée où je vous explique qu'est-ce qui m'a fait réagir et pourquoi ça m'a fait réagir. Aujourd'hui, du coup, j'ai 3 choses à vous partager. 3 notes qui m'ont fait réagir. Après cette très longue introduction, passons à la première note salée. Première phrase qui m'a hérissé le poil. C'est un copier-coller, hein. J'essaie du coup de partir de la phrase la plus stricto sensus, de vous partager exactement comment elle a été partagée, pour être la plus objective possible sur le partage. Je vous dirai jamais d'où ça vient, quel compte, quelle personne, etc. Parce que comme je vous disais, ça n'est absolument pas pertinent et l'objectif c'est surtout pas de blâmer la personne ou de l'accuser ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout là pour pointer du doigt, on est là pour apprendre. Donc, première phrase qui m'a fait réagir, un partage qui a été fait qui disait « Cette sensation de manquer constamment de temps, on doit tous vivre avec. C'est juste à nous de définir nos objectifs et nos priorités et de passer à l'action. C'est à vous de vous autodiscipliner. » Alors, cette phrase-là, déjà, ce qui m'embête, c'est que c'est un manque cruel de compréhension du fonctionnement du système nerveux. Vraiment, la personne qui a partagé ça, elle ne comprend pas le fonctionnement du système nerveux. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui ont le luxe d'avoir globalement toujours connu un état de régulation, qui ont eu des parents qui leur ont permis d'apprendre à réguler leur stress et leurs émotions dès l'enfance, qui ont globalement toujours connu ça, toujours eu cette capacité à être régulés, avoir un passage à l'action, certes pas toujours agréable, mais toujours possible, et qui du coup ne comprennent pas que ça, c'est pas possible pour tout le monde. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que personne ne reste immobile par choix. Quand on est bloqué dans notre passage à l'action, quand on n'y arrive pas, quand on n'arrive plus à définir nos objectifs, nos priorités, qu'on n'arrive plus à passer à l'action, qu'on n'arrive pas à s'autodiscipliner, c'est pas un problème de manque de volonté, c'est pas un problème de manque d'envie, c'est un problème de dérégulation du système nerveux. Et du coup, avec ce genre de phrase-là, comme il y a ce manque cruel de compréhension du fait que ce n'est pas un manque de volonté des personnes, ça devient un peu accusateur et c'est typiquement ce genre de phrase-là qui va avoir tendance à amener les personnes à culpabiliser. Alors attention, je ne dis pas que le message est culpabilisant. Il se veut motivant. Mais le problème, c'est que pour quelqu'un pour qui ce n'est pas accessible, il risque de culpabiliser. Donc ça, c'est très important aussi, de faire la différence entre ce message me fait culpabiliser et ce message est culpabilisant, c'est pas la même chose. Là, l'intention, elle n'est pas du tout culpabilisante. Elle est motivante, encore une fois. Mais elle ne prend pas en compte le fait que le passage à l'action facile, le fait de s'autodiscipliner, de définir ses objectifs, le simple acte de définir ses objectifs, ça demande d'être dans un espace plutôt de régulation, puisque ça demande de mettre au clair quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, quelle est ma vision, d'avoir un minimum une capacité de projection dans le temps, pour ensuite décomposer ça en objectifs, prioriser pour savoir quels sont ceux qui sont les plus importants à faire dans un premier temps pour mettre la machine en route et commencer à tendre vers notre vision. Et ça, ce n'est possible que depuis un espace d'ancrage ou à la rigueur dans un état hybride. Donc quand on n'est plus tout à fait ancré, plus tout à fait régulé, mais qu'on a quand même toujours accès dans une certaine mesure à des signaux de sécurité. Quand on n'a plus accès à des signaux de sécurité, on ne peut juste pas, d'un point de vue biologique, nous autodiscipliner. On ne peut pas définir clairement des objectifs. C'est simple, à partir du moment où on n'est plus dans un état de régulation, on a 1/5 de nos fonctions cognitives qui sautent. On a très rapidement plus accès à notre cortex préfrontal, qui est la partie de notre cerveau qui nous aide notamment dans la prise de décisions complexes. Donc vous imaginez bien que pour définir nos objectifs et nos priorités sur 10 ans, si on n'a pas accès à l'entièreté de nos capacités cognitives, ça va être un peu complexe. Donc voilà, cette note salée, elle m'a hérissé les poils parce que elle ne prend pas en compte le fonctionnement biologique de la personne. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement chez les coachs qui sont quasi 100% axés stratégie et qui, du coup, ne prennent pas en compte la dimension humaine de la personne qui va chercher à atteindre ses objectifs. Voici donc pour la première note salée. Deuxième phrase qui m'a fait réagir, un peu dans la même veine, et là, on tombe pile dans ce que je vous disais tout à l'heure. Presque les messages qui me saoulent le plus, c'est ceux où il y a des personnes qui emploient du vocabulaire d'experts sans avoir l'expertise. La phrase exacte, c'était « Tu n'as pas fait assez de ventes pour que ton système nerveux soit tranquille pendant 1 an. » Cette phrase-là, mon Dieu. Donc, le mot système nerveux, il est utilisé parce qu'en plus, là, ça commence à être un peu plus démocratisé comme information. Mine de rien, si vous voulez trouver des informations sur le système nerveux, la théorie polyvagale, c'est globalement du domaine, enfin des informations qui sont globalement accessibles.
Et comme ça se démocratise, il y a presque un effet de mode autour de ce mot-là, du terme système nerveux. Et donc il y a des personnes qui commencent à l'utiliser alors qu'elles ne sont pas du tout éduquées sur le fonctionnement du système nerveux, pas du tout éduquées à la théorie polyvagale, pas du tout éduquées au fonctionnement biologique et cognitif de l'humain. Et ça donne ce genre de phrase qui dit « Ah, tu es stressé parce que tu n'as pas fait assez de ventes pour que ton système nerveux soit tranquille pendant un an. » Quelle est l'erreur ici ? L'erreur, c'est de penser que tu dois atteindre un objectif pour que ton système nerveux soit tranquille. Ça, vraiment, quand on connaît un peu la théorie polyvagale, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça ne veut rien dire. Vous la sentez là ? Vous le sentez, le sel là ? Vous sentez la note salée ? Vraiment, ça n'a aucun sens. Le système nerveux, c'est le système de régulation de notre stress et de notre énergie au quotidien, qui permet de prioriser certaines fonctions biologiques en fonction des réactions qu'on va avoir vis-à-vis notamment des différents signaux de sécurité et de danger qu'on va capter à tout moment. Tout ça, c'est quasiment complètement automatique. Et c'est constamment à l'écoute des signaux qui se passent autour de nous pour savoir si à un moment A ou à un moment B, on est plus en danger ou plus en sécurité. C'est un sentiment. C'est-à-dire que c'est certes au travers de ce que notre système nerveux capte au travers de notre corps, d'un point de vue sensoriel dans la pièce et autour de moi, quand je sais dans le monde, etc., qui va déterminer si on est plus en danger ou en sécurité, c'est un sentiment. Ce n'est pas parce que tu as fait suffisamment de ventes pour être tranquille au niveau de ta trésorerie pendant un an que tu vas être détendu. Travailler avec le système nerveux, c'est justement tout l'inverse. C'est comprendre que, quel que soit le nombre de ventes que tu fais, le sentiment de sécurité t'est accessible. Et que ce n'est pas en faisant plus de ventes que tu vas te sentir plus en sécurité, mais en travaillant main dans la main avec ta biologie pour apprendre à réguler ton stress et ton système nerveux pour accéder au sentiment de sécurité. Donc là, on est carrément sur un message qui est contradictoire avec la théorie même, l'expression même de la théorie polyvagale. Donc là, énorme sel pour moi, si vous voyez, genre vraiment je suis une italienne, je parle avec les mains, alors je suis pas vraiment italienne, mais dans l'âme, je pense que j'ai l'âme d'une italienne, je parle avec les mains de ouf, parce que vraiment, cette phrase-là, elle me rend ouf. On est vraiment pleinement sur quelqu'un qui utilise des mots-clés parce qu'ils sont à la mode, mais qui n'a rien compris au concept derrière. Donc non, tu n'as pas besoin de faire suffisamment de ventes pour être tranquille au niveau de ta trésorerie pendant un an pour te sentir en sécurité. Tu as besoin d'être capable d'ancrer le sentiment de sécurité pour te sentir en sécurité, tout simplement. C'est un sentiment, c'est une capacité en fait, c'est simplement développer ton tonus vagal, c'est comme ça que ça s'appelle, pour réapprendre à ton corps le fait qu'à tout moment, il est capable de revenir dans cet espace d'ancrage et de sécurité. Et rien à voir avec le fait de faire du chiffre d'affaires. Un dernier pour la route pour aujourd'hui. Troisième phrase que j'ai notée, c'était « Le doute et la peur, la hantise des entrepreneurs, moins tu les côtoies et mieux tu te portes. » Qu'est-ce que les gens ils ont avec cette façon de diaboliser le doute et la peur ? On diabolise des émotions qui sont profondément humaines et qui ne sont à aucun moment un ennemi. Genre, on n'est pas du tout censé avoir peur du doute et de la peur. Vous vous rendez compte qu'en disant que c'est la hantise des entrepreneurs d'être dans le doute et la peur, on se flagelle d'être humain. On se coupe de signaux qui sont là pour nous donner des indicateurs précieux sur ce qui est en train de se passer dans notre vie. Le fait d'avoir peur, c'est à aucun moment un problème. Le fait de douter, c'est extrêmement sain. C'est le doute excessif et le fait de se laisser entraîner dans des situations où la peur nous submerge qui peuvent être embêtantes. Et encore, même là, ça va nous imposer une pause, ça va nous imposer de nous réguler, de prendre soin de nous. Mais ce n'est pas un problème. Le doute et la peur ne sont pas des problèmes. C'est pas censé être un gros méchant monstre dont on doit avoir peur. Ce n'est pas la hantise de quoi que ce soit. Les personnes qui refusent de douter sont des personnes qui... Vous savez cette fameuse phrase là où on dit « il y a que les cons qui changent jamais d'avis ». Pour ne jamais changer d'avis, il ne faut jamais douter. Donc non, le doute et la peur, ce ne sont pas des problèmes. Moins tu les côtoies, mieux tu te portes. Absolument pas. Plus tu vas les diaboliser, plus ça va être un problème et plus tu risques de créer de la friction et plus tu risques de créer du stress et plus tu risques d'avoir effectivement des grains de sable dans les rouages de ton business. Mais diaboliser le doute et la peur, c'est non. Accueillir, ne pas juger. Et ça, vous voyez, typiquement, là, on est dans une posture de jugement. Je juge les émotions humaines. Le jugement, c'est quelque chose qui est très symptomatique des états de dérégulation du système nerveux. Quand on est ancré et régulé dans notre système nerveux, on est dans la curiosité et l'autocompassion. Donc quand on a le doute qui arrive,
on va pas le juger en mode « Ah non, je suis un mauvais entrepreneur parce que je doute ». On va être curieux de cette émotion-là. Tiens donc, pourquoi je doute ? Qu'est-ce qui me fait douter ? Et qu'est-ce qui me fait douter ? Pourquoi j'ai un doute à cet endroit-là ? C'est beaucoup, beaucoup plus productif d'un point de vue réflexion que de se dire « Ah non, je doute, je suis un mauvais entrepreneur ». Je pense que vous avez compris l'idée, mais vraiment, ça encore une fois, c'est une mécompréhension complète des fonctionnements de la biologie humaine. Et en fait, vraiment, ça m'émerveille le nombre de personnes qui sont dans l'accompagnement, sous une forme ou l'autre, et qui juste ne cherchent pas à s'éduquer sur le fonctionnement de l'humain. C'est vraiment comme si tu cherchais à apprendre à faire du vélo sans utiliser les pédales. Donc ouais, ah oui, tu peux pousser avec tes pieds, tu peux te mettre dans une pente, mais alors dès qu'il va y avoir une montée, ça va être complexe quoi. Il va potentiellement même falloir que tu descendes du vélo et que tu marches à côté. Alors que de comprendre comment fonctionne l'humain, franchement, si tu sais comment tu fonctionnes, que tu es capable de réguler ton système nerveux, que tu as appris, que tu te fais accompagner là-dessus, parce que sincèrement, une des plus grandes astuces pour réguler son système nerveux, c'est de bénéficier de la co-régulation avec quelqu'un qui sait se réguler et qui du coup saura te réguler. C'est pas pour rien que l'immense majorité des grands entrepreneurs, des personnes qui ont des hautes responsabilités, etc., sont accompagnées. Donc, ça reste un des trucs qui m'impressionne le plus, vraiment les personnes qui ne cherchent pas à comprendre comment fonctionne l'humain. J'ai perdu le début de ma phrase, mais je pense que vous avez compris l'idée. Un être humain qui saura globalement quelles sont ses valeurs, comment rester ancré dans la sécurité, qui saura quand demander de l'aide, qui saura utiliser le pouvoir de l'accompagnement pour la co-régulation, ira beaucoup plus loin que quelqu'un qui sait tout de la stratégie, mais qui ne s'est à aucun moment intéressé à son fonctionnement. Parce qu'il va fonctionner contre sa biologie, il va chercher à forcer. Et qu'est-ce qui se passe quand on cherche à forcer une machine qui n'est pas huilée ? Ça fait chauffer les rouages et au bout d'un moment, il s'abîme, il se déforme, il se casse. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'humain quand il cherche non pas à fonctionner de manière alignée à ses valeurs, alignée à sa biologie, mais qui cherche à forcer quelque chose parce qu'on lui a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce qu'on lui a dit qu'il fallait absolument ni douter ni avoir peur, parce qu'on lui a dit que le problème c'est qu'il n'avait pas fait assez de ventes, parce qu'on lui a dit que c'était normal d'avoir le sentiment de manquer constamment de temps, alors que tout ça, c'est du bullshit. Bon voilà, je pense que vous avez entendu le sel. C'était le premier épisode de cette note salée. Vous me direz comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, vraiment, c'est ma plateforme d'échange préférée. Et sinon, puis bien évidemment, si vous êtes abonné à la newsletter, vous pouvez répondre à une des newsletters ou m'écrire directement pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Puis voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous a plu, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles, à le partager à 2 personnes pour partager ce sel qui nous anime potentiellement un petit peu tous au fond, on va pas se mentir. N'hésitez pas aussi à venir me faire un coucou sur Instagram, comme je vous le disais, ça me fait toujours très plaisir. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous dis à très vite, ici ou ailleurs.